j'étais à Vancouver, je me suis dit plus rien ne me retient, j'ai envie de voyager encore plus, je vais tenter ma chance. Hop, tu pars 6 mois sur un bateau de croisière, premier port d'embarquement, Naples en Italie. Donc de Vancouver, je suis parti jusqu'à Naples sans faire la case stop à Mâcon. T'arrives en pleine soirée à Naples, tu débarques de l'aéroport, t'es tout seul, t'attends le bateau le lendemain, Salut tout le monde, c'est Valentin. Donc là, on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast donc Mindflow. Donc pour vous rappeler rapidement ce que c'est Mindflow. Mindflow, c'est un podcast où le but est d'aider nos auditeurs à se construire un réel état d'esprit de réflexion et un réel état d'esprit critique à travers le parcours d'invités exceptionnels. Donc aujourd'hui, on accueille Anthony Lithodon, donc dirigeant de la société AL Drone. Donc salut Anthony, comment ça va ? Salut Valentin, ça va très bien, merci de me donner l'opportunité d'être présent dans ton podcast. Avec c'est plaisir. Un réel honneur. Avec plaisir. Écoute Anthony, ce que je fais d'habitude avec nos invités, c'est que présente-toi et raconte-nous un petit peu qui tu es, ton parcours, etc. Pour que tout le monde comprenne un petit peu qui tu es dans un premier temps. Eh bien, donc, je suis Anthony, donc j'ai 36 ans et je suis donc auto-entrepreneur depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Donc, j'ai créé mon entreprise de prise de vue aérienne par drone en décembre 2020. Donc, ça s'appelle AL Drone, donc AL tout simplement pour mes initiales, donc Anthony Lithodon. Voilà, c'est une décision difficile à prendre parce qu'il fallait prendre un risque, mais c'était vraiment la bonne opportunité et surtout le bon moment pour le faire. C'était la période Covid, donc grosse période de réflexion et de remise en question. Et j'ai pris une très bonne décision que je ne regrette pas du tout aujourd'hui, bien au contraire. D'accord, intéressant. On va en revenir un petit peu sur ce sujet, on va en parler un petit peu justement un peu plus tard dans l'épisode niveau entrepreneuriat et le côté un peu entrepreneurial aussi du coup que tu as donné à ta vie et à ta carrière. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien, c'est une question que je pose à tous les invités, quelles sont tes ambitions, tes projets, que ce soit pro ou perso, pour 2023 ? Alors pour 2023, mes projets sont d'un niveau professionnel déjà, on y reviendra un petit peu plus tard aussi, je pense, quand je vais parler un petit peu d'apprentissage. Moi, je suis en phase d'apprentissage constante, on va dire, depuis 3 ans. Donc, moi, mon projet, c'est vraiment de m'améliorer, de me perfectionner et surtout de diversifier un petit peu mon activité. Et quand je parle de diversification de mon activité, c'est vraiment dans l'utilisation, on va dire, de plusieurs moyens de filmer, de photographier, des caméras, des techniques de film, de vidéo, etc. Donc ça fait partie de mes projets 2023, avec notamment, tu connais ma spécialisation pour le drone. Et là, j'ai enfin investi dans un drone FPV. Je pense que tu peux expliquer le drone FPV. Ce que c'est, donc le drone FPV, la différence entre le drone classique et le drone FPV. Donc FPV, ça vient de l'anglais First Person View. Donc on peut le traduire plus facilement en français par un vol en immersion totale. C'est-à-dire que la caméra et le retour vidéo que tu as l'impression d'être dans un cockpit d'avion. Donc ça apporte des trajectoires et des angles de vue beaucoup plus dynamiques et différents de ce qu'on peut voir avec les drones classiques. Donc moi, c'est quelque chose que je regarde depuis le début, mais fallait déjà que je me concentre sur le drone classique pour me perfectionner. Et maintenant, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir compléter et apporter une valeur ajoutée à tous mes montages et aux offres que je vais proposer à mes clients. Donc pour le moment, je suis loin d'être prêt. J'ai acheté le drone, mais pour des soucis techniques, j'ai pas la radiocommande encore. Il y a une rupture de stock générale dans toute l'Europe. Donc c'est compliqué. Donc pour l'instant, je m'entraîne. Forcément, il faut passer par des entraînements sur simulateur, donc sur ordinateur, comme un video game. Et il faut passer beaucoup d'heures pour commencer pour faire son premier vol, on va dire, en réel. Ok, donc ça c'est tes ambitions et tes projets un peu pour 2023, perfectionner tes techniques comme tu nous l'as dit. Mais je voulais savoir aussi, j'ai une question que j'aime bien poser, qui est assez intéressante et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. C'est quoi le dernier truc ou la dernière chose que tu as appris récemment, je sais pas, il y a quelques semaines, une semaine ou deux, ou il y a quelques jours, ou une chose sur laquelle tu as changé d'avis et avec lequel ou laquelle tu n'étais absolument pas d'accord ?
Je vais répondre plutôt à la première question sur quelque chose que j'ai appris. Là, par contre, j'aurais pas de période exacte à te donner, c'est-à-dire récemment ou une date précise, mais on va dire encore une fois, donc un petit peu en lien avec ce que je disais auparavant, c'est-à-dire ma période d'apprentissage constante depuis 2 ans et demi que je me suis lancé dans cette activité, où d'une part sur les techniques de film et de vidéo par rapport au matériel et à mon activité propre. Ensuite, bien sûr, par rapport à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on apprend des choses tous les jours, que ce soit sur son activité propre ou sur ce qui va à côté, c'est-à-dire la compta, s'organiser, les relations presse, communiquer, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, voilà, j'apprends depuis 2 ans et demi et je n'ai pas terminé d'apprendre. Donc ça, c'est ce que j'aime bien dire parce que c'est important. Faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et puis après, je ferai un petit rapprochement aussi, et ça, c'est un petit peu grâce à toi. Tu sais de quoi je vais parler. C'est toutes les applications, on va dire, utiles au quotidien qu'on peut utiliser, et je pense notamment à la crypto. Okay. Même si j'entrerai pas trop dans ce débat parce que je suis pas du tout un expert, mais voilà, je sais qu'il y a maintenant à peu près presque un an, c'est toi qui m'a un petit peu conseillé et montré qu'il y avait des applications disponibles qu'il fallait juste savoir utiliser et pour commencer à placer un tout petit peu d'argent. Et justement, c'est la première fois là, tu vois, après un an que j'ai commencé à placer quelques sommes, ça reste des montants très très bas, où je constate un gain, enfin, parce que les cryptos, ça a subi une période assez compliquée l'année, voilà. Et là, je vois enfin l'évolution et il y a un petit gain, mais bon, voilà, le but, tu sais donc de quoi je parle, c'est pas de retirer de suite, quoi, c'est de laisser l'argent et puis c'est fructifier, de laisser tourner à long terme. Exactement, même si je regarde de temps en temps parce que c'est intéressant quand même. Et donc ça, voilà, c'est grâce à toi et je voulais te remercier par rapport à ça. C'est sympa. Et c'est surtout que c'est des applications, maintenant avec les nouvelles technologies, il n'y a pas besoin d'être un expert pour les utiliser. Et encore récemment, là c'est plus récent, et là donc j'ai un exemple concret à donner, et c'est un bon tips, je pense. C'est comment investir dans l'immobilier avec très très peu de capital. Peut-être que tu connais, c'est la plateforme Brix. Brix, ouais. C'est une super start-up, ça. Je connais un petit peu. Voilà, mais je m'y suis mis depuis 2-3 mois. Ok. Et donc voilà, je détiens des parts d'un immeuble quelque part en France, mais quand je dis des parts, c'est vraiment tout petit, mais voilà, tu touches un petit loyer mensuel. Et donc, enfin voilà, il n'y a pas besoin de capital énorme pour débuter. Donc, Petit disclaimer à ceux qui nous écoutent, ce ne sont pas des conseils en investissement ni en crypto. Je suis absolument pas un expert. C'est juste qu'avec Anthony, on a déjà eu des discussions justement à ce sujet-là. Et en fait, je vais tout simplement montrer les plateformes qui existaient, les brokers en fait qu'on appelle, pour échanger des crypto-monnaies et notamment après avec les startups, etc. Donc, ce ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, la petite parenthèse. C'est bien à préciser. Ouais, c'est bien à préciser parce que ça me fait rebondir sur un sujet. Il y a beaucoup de personnes qui... Je sais pas ce que tu en penses, ça me fait penser, on peut aborder ce sujet-là. Tu as beaucoup de personnes qui pensent maintenant que l'entrepreneuriat, les investissements, c'est facile et tu peux gagner de l'argent rapidement. Et alors qu'en fait, je pense que tu nous diras ce que tu en penses, mais c'est absolument pas le cas du tout. Et maintenant, il y a tellement une surexposition et une surmédiatisation de ces, notamment avec les crypto-monnaies, où tout le monde en 2021 s'est dit « Oh, ça y est, devenez millionnaire avec 3 euros en crypto-monnaie », alors que pas du tout. Et je voulais avoir un peu ton avis là-dessus sur tous les conseils qu'on voit un peu en investissement, etc. Et savoir ce que toi t'en pensais justement de tous ces pseudos, tu sais, formateurs. Je dis pas qu'il n'y a pas des bons formateurs et des bonnes formations. Moi, le premier, j'en ai acheté. Une notamment. Je pense que vous connaissez, et peut-être que tu connais Yomi Denzel, je sais pas si ça te parle. Voilà, c'est comme ça. J'ai acheté sa formation e-com pro et c'est une formation qui est incroyable, mais c'est comme dans tout, beaucoup malheureusement, et alors je ne pourrais pas dire une proportion, mais de formations qui sont assez peu qualitatives et en fait qui sont là juste pour vendre
c'est-à-dire un peu du rêve. Donc moi, je veux avoir ton avis là-dessus, un peu, sur tout Non, ce bah, pseudo-entrepreneur. tu fais bien de le préciser, c'est un petit peu le piège de YouTube et de ces influenceurs qui ont percé et qui nous vendent du rêve parce que ils ont réussi, mais je pense qu'ils ont réussi après des années de travail et d'efforts. Et ça reste une exception, je pense, parce que forcément, ça donne envie. Tout le monde essaye. Et donc là, c'est bien ce que tu rappelles, le petit disclaimer. On n'est pas des conseillers en investissement, bien au contraire. Mais on est là à notre échelle. Nous, proportionnellement, on est beaucoup plus petits que les influenceurs dont on parle. Pour donner des petits tuyaux en fait sur des applications qui existent et donc c'est grâce à toi et ensuite à ces influenceurs aussi où tu te renseignes et il y a énormément de bonnes choses à prendre, mais attention, il faut relativiser parce que c'est des exceptions encore une fois. Et t'as beau le faire et quand tu dis que être entrepreneur c'est pas facile et ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. Je vais rebondir là-dessus. Il faut passer par de nombreux efforts et travaux, on va dire, gratuits. Je pense que vous savez de quoi je parle. Pour débuter et commencer à se constituer un réseau premièrement et un portfolio avec des réalisations. Donc là, je parle pour mon activité principale, qui est la création de contenu, la vidéo, la photo. Je sais par d'où je viens et j'ai dû passer par beaucoup de démonstrations, d'étapes et des travaux gratuits pour certaines entreprises, certains comptes Instagram, etc. Et par contre, ce que je peux témoigner, ce que je peux confirmer, c'est que si on s'y tient, si on est motivé et si on adopte un travail régulier et constant, ça marche. Parce que là, tu vois, 2 ans après, ça fait 2 ans et ça fait 1 an, on va dire, que je peux en vivre. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle et je pense que c'est plus rapide que la moyenne, honnêtement, après 1 an. Donc c'est pour ça que j'encourage tout le monde à quand on a un but et un rêve d'y croire et puis d'aller au bout et puis de ne pas délaisser le moindre effort, on va dire gratuit à ce moment-là, à ce moment présent, mais qui sur le long terme, ça paye. Ouais, tu te rends compte en fait, et à travers le discours que tu as, et c'est que je pense que c'est assez peu dit et c'est assez peu démocratisé le fait de travailler gratuitement au début. Qu'est-ce que c'est le piège et c'est vrai que c'est un petit peu on va dire le frein qui peut amener toute personne à ne pas aller au bout de son envie et de son projet. Après, moi j'ai eu de l'aide pour débuter, c'est très important, notamment financièrement. Mais l'argent ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Si pendant 3-4 mois t'es pas payé, c'est normal. Ça marche comme ça. Et au début, faut être fort mentalement, faut y croire et déjà faut aimer ce qu'on fait et donc ça c'est le plus important pour moi, c'est la motivation principale et je suis là pour témoigner justement que ça marche. Ouais, t'es la preuve concrète que ça marche et parce que t'as donné des efforts, t'as travaillé gratuitement et t'as pris la peine de prendre ce temps, prendre le cheminement et d'y aller étape par étape et de pas vouloir, je pense, et ce qui est bien à travers ce que tu dis, c'est que c'est pas facile et c'est pas rapide, c'est pas instantané. C'est ça, faut être patient et surtout régulier. Et c'est pour ça que quand je repense à ma vie d'avant, il y a 3 ans auparavant, jamais j'aurais imaginé qu'en début 2023, je puisse vivre de ma passion. Donc c'est encore une preuve supplémentaire parce que je sais pas si ça intéresse, mais dans ma vie d'avant, j'étais pas du tout vidéaste. Donc, je voulais rebondir là-dessus. Moi, je te connais un petit peu, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, alors c'est vrai que maintenant, tu es assez connu comme le gars qui fait des vidéos drone à Mâcon, etc., que tout le monde connaît et pour beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, on a déjà travaillé ensemble, on a déjà eu l'occasion de collaborer. Et belle collaboration qui était assez sympa. Et justement, je voulais rebondir sur ce sujet-là. Qui était Anthony Lithodon avant AL Drone, donc du coup ta société, avant d'être entrepreneur? Qui tu étais, d'où tu viens et quels sont
tes expériences, on va dire, pro-universitaires, avant à Eldrode? Alors, donc moi, je suis charnésien, hein, je suis du cru, comme on dit. Mais après mes études, donc dans les années début 2010, donc j'ai eu une licence et master en marketing, communication, on va dire générale. Je me suis arrêté au master 1. Et après ça, j'ai décidé de partir vivre au Canada, à Vancouver. Donc j'ai passé 3 années fabuleuses de ma vie, donc où j'ai pu, premier objectif rempli, c'est-à-dire être bilingue en anglais. Donc ça, c'était l'objectif principal. Et après, cet objectif m'a amené à d'autres objectifs comme voilà, une nouvelle culture, une nouvelle vie dans un cadre et un environnement complètement différent, les grands espaces, le Canada, la grande mégalopole nord-américaine, Vancouver, donc au milieu de l'océan, des montagnes, etc. Et donc voilà, j'ai vraiment pris goût. Au départ, j'étais parti pour rester qu'1 an, j'y suis resté 3. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment aimé ma vie là-bas. Style différent, enfin voilà, énormément de choses. Et après ça, donc, cette première expérience d'un grand voyage, on va dire, m'a poussé vers encore plus de voyages, et notamment une grosse expérience sur les bateaux de croisière. Donc voilà, travailler sur des bateaux de croisière Celebrity Cruise, donc une compagnie américaine basée à Miami. Voilà, j'étais à Vancouver, je me suis dit plus rien ne me retient, j'ai envie de voyager encore plus, je vais tenter ma chance. Voilà, j'étais embauché, donc hop, tu pars 6 mois sur un bateau de croisière, premier port d'embarquement, Naples en Italie. Donc de Vancouver, je suis parti jusqu'à Naples sans faire la case stop à Mâcon en France. En France. Ah, t'as fait directement Vancouver-Naples, donc Vancouver, deux styles, deux ambiances, quoi. Voilà, 2 styles, 2 ambiances. T'arrives en pleine soirée à Naples, tu débarques de l'aéroport, t'es tout seul, t'attends le bateau le lendemain, tu dois trouver ton hôtel. Ouais, oh là là. Bon, l'hôtel, forcément, je l'avais réservé, mais bon... Tu te dis qu'est-ce que je fais, après t'embarques sur le bateau, bref, ça va super vite. Pareil, là j'étais parti pour un contrat de 6 mois, je me suis dit, ça sera tout quoi. Un contrat de 6 mois c'est déjà bien, c'était bien pour le voyage, mais par contre pour le boulot très très compliqué. Donc j'ai obtenu ce job pour un secteur d'activité complètement différent. J'étais vendeur sur les boutiques taxées duty free, donc un petit peu comme à l'aéroport. Ouais, ce que j'allais te demander. Voilà. Mais sur les bateaux. D'accord. Donc tout ce qui est produits souvenirs, produits de luxe, cosmétiques, maroquinerie, etc. Et puis donc 6 mois passent, et puis tu rentres chez toi. 15 jours plus tard, tu vois ton nouveau contrat. Tu te dis, tu vois Australie, Nouvelle-Zélande, tu te dis... tu vois les pays à l'autre bout du monde et tu te dis... Pourquoi pas, on va continuer, on va enchaîner. Et puis voilà, de fil en aiguille, comme ça, j'ai fait 5 contrats. Donc, une super expérience. 5 contrats de 6 mois répartis sur 4 ans parce que je prenais beaucoup de pauses entre-temps au niveau des congés. Donc, congés non payés, bien sûr. C'était la loi américaine du travail. Donc, mais voilà, ça valait le coup. Donc, super expérience. J'ai rencontré mon épouse qui est sud-africaine, donc qui travaillait sur les bateaux avec moi. Et on a terminé donc les bateaux en l'été 2018, printemps 2018. Donc on est venu en France. Et là, pareil, grosse période de réflexion. Il fallait trouver quelque chose à faire de sa vie, quoi, de notre vie. Et là, j'ai eu une opportunité d'emploi sur les Champs-Élysées à Paris. Donc complètement différent de ma vie maintenant, là, pour bien resituer. Et donc un boulot à la boutique Montblanc des Champs-Élysées. Donc sur le papier, on se dit la vitrine pour le CV, super quoi. Et donc j'ai foncé quoi. Je me suis dit on va y aller. J'avais rien à Mâcon. Ça avait l'air alléchant et tu t'es dit l'image. Voilà. Je pense, ouais. Et puis surtout dans le secteur d'activité dans lequel on exerçait, on ne pouvait pas faire ça à Mâcon. Oui, ah oui. Donc voilà, Montblanc, Champs-Élysées, on y va. Donc là, je te parle de septembre 2018. Et bon, compliqué. Gilets jaunes qui arrivent, novembre 2018 c'est vrai, à Paris. C'était à cette époque-là. Ouais.
J'ai pas trop envie d'en parler parce que ça m'intéresse pas. Mais voilà, c'était pas une belle période de ma vie. Le boulot en lui-même, Mont Blanc, Champs-Élysées, c'était super. Mais la vie parisienne, honnêtement, on est resté 1 an et demi. C'est pas quelque chose que je retiendrai, quoi. On est passé par là, c'est tout. C'est pas quelque chose qui t'a... Non. Ouais. Non. Surtout après avoir connu tout ce qu'on a connu, les endroits qu'on a visités dans le monde entier. Paris, c'est un choc, quoi. T'habitais Paris même ou t'habitais... Paris même pendant 7-8 mois, et pour trouver un logement, c'est très compliqué. Donc c'était un taudis, j'ai envie de dire, dans Paris même. Dès le moment où on a emménagé, on recherchait déjà pour trouver un autre logement. Donc ça a duré 7-8 mois. Donc allier le boulot plus rechercher en même temps un logement parce que t'es pas heureux et c'est pas un logement digne de ce que tu es et ce que tu as connu, ça c'était vraiment pour moi dégradant. C'est une expérience qui restera psychologiquement ouais, compliquée, et voilà, c'est derrière, et je vais pas dire que, enfin si, je pas dire que je regrette, mais voilà, t'es passé par là, mais passé par là, voilà, je le mets de côté, pas... voilà. C'est non. Donc voilà. Et donc Covid 2020. Le fameux Covid. Qui était quand même bouleversant, et une étape et une période très négative pour énormément de personnes dans le monde, ça c'est sûr. Au contraire, paradoxalement pour moi, c'était un tournant positif, parce que c'est ce qui m'a permis quitter Paris. Première étape. Voilà, donc retour aux sources, période de transition chez mes parents à Charnay, donc confinement de luxe, on va dire, parce que voilà, à côté de la campagne, c'était extraordinaire, ça faisait vraiment du bien après ce qu'on avait vécu à Paris. Et donc là, grosse période encore une fois de réflexion, de remise en question. Et donc, pour comprendre un petit peu ce qui m'a amené vers le drone aussi, donc c'est encore lié avec mon expérience personnelle et professionnelle du passé, c'est-à-dire les voyages. Voilà, avec tous les voyages et tout le contenu qu'on avait filmé avec mon épouse, avec très peu de matos. J'aimerais bien que tu expliques ce point-là, justement, expliquer un peu le cheminement du... Ouais. Pourquoi ? Parce que les gens vont se dire, attends, le mec était vendeur aux Champs-Élysées, chez Mont Blanc, il a fait des bateaux de croisière, il était pareil, et il s'est dit, maintenant il est pilote de drone. Et du coup, le lien que tu peux faire avec c'est vrai que c'est intéressant de voir, le mec il a fait, comme on a dit tout à l'heure, toutes ces expériences-là. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu le lien entre les images que tu as commencé à prendre et qui t'a amené à Eldrone ? Non, très bonne question, Valentin, justement, c'est important de préciser, et je vais justement expliquer ce lien pour que vous puissiez comprendre. Donc, en fait, quand on est revenu de tous nos voyages avec mon épouse en printemps 2018, été 2018, on avait énormément de contenu qu'on avait filmé avec soit nos smartphones ou la GoPro, et ça restait vraiment de la vidéo amateur, parce que à cette époque-là, j'avais aucune idée et aucun projet de faire ce que je fais actuellement. Et c'était donc à l'époque il y a 5 ans en arrière, où on voyait toutes ces vidéos un peu qui envoyaient du rêve sur YouTube, avec les vlogueurs, les blogueurs, etc., où on voyait des superbes images de voyage. Nous, c'est ce qui nous intéressait en priorité, c'était le voyage. Et justement, avec toutes ces images qu'on avait, on s'est dit, on va faire un blog voyage, où on retrace un peu nos souvenirs, toutes les images qu'on a prises, que ce soit photos et vidéos. Donc on a créé notre blog C1 World, donc là le petit jeu de mots, C1 World, voir un monde, avec SEA de la mer, en anglais, voilà. Parce que voilà, on est toujours très attaché à la mer, même si on en est très loin pour le moment, mais bref, c'est pas grave ça. Et donc par contre on s'est rendu compte que le contenu, on en avait énormément, mais la qualité et la matière à exploiter, c'était pas l'idéal. Donc on a commencé par faire des petites vidéos YouTube, mais vraiment amateurs, et voilà, ça nous a occupé une bonne année, on va dire. Et donc là, quand on voyait toutes ces vidéos sur YouTube, où là tu avais des plans fluides en drone de plages et de paysages magnifiques, je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas nous ? Et voilà,
Donc là, on est 2 ans après, donc là, on est au niveau du Covid. D'accord. Été 2020, allez, j'achète un drone pour commencer, un drone loisir. Et voilà, on aime toujours voyager, donc dans n'importe où on va le prendre et puis on va s'entraîner, on va se faire des plans pour justement compléter notre blog voyage et notre chaîne YouTube voyage, C1 World. Et donc ensuite, au fur et à mesure, en faisant des jolis plans, en faisant des recherches également sur les services que pouvait procurer et fournir le drone, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, surtout dans le Mâconnais, où c'était pas encore très développé et connu. Je me suis dit, il y a un marché à prendre, donc on va tenter le coup. Donc été 2020, voilà, on s'entraîne drone loisir, et automne 2020, donc 3-4 mois plus tard, je me suis dit, voilà, il y a période de transition encore, je fais rien, on est en plein Covid, il y a rien à faire, je vais aller me former. Donc grosse reconversion professionnelle pour pouvoir faire la formation pilote de drone, c'est-à-dire théorique plus pratique pendant 3 semaines, et pour à la fin, au final, obtenir une licence pour être certifié télépilote de drone et surtout pouvoir lancer ma micro-entreprise et vendre mes prestations. Donc c'est allé plutôt vite par rapport à ce que je pensais. Donc 3 semaines de formation. Ensuite, j'ai pu obtenir la licence 1 mois et demi après parce que c'était à Dijon d'ailleurs. C'est un peu comme le code de la route et le permis de conduire. Il faut attendre d'avoir sa convocation. Les centres agréés qui font ces tests, ils sont pleins. Et donc voilà, des fois c'est 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Donc là c'était 1 mois et demi. Je l'ai eu du premier coup, donc super content. Et donc là je te parle du 14 décembre 2020 et 15 décembre 2020, boum, j'ai créé AL Drone. Tu as ouvert officiellement, enregistré l'entreprise, voilà. Ta micro-entreprise. Voilà, dès que j'ai obtenu le certificat et la licence de drone, j'ai lancé. Bien sûr, j'avais préparé en amont tout ce qui était site internet, tous mes contenus, tous mes réseaux sociaux pour AL Drone, où j'avais un petit peu déjà construit une image, un branding, voilà, un branding et un portfolio aussi pour quand j'allais lancer, pouvoir avoir de la matière un peu à présenter et exploiter. Donc voilà, j'ai lancé officiellement le 15 décembre 2020. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu pu comprendre le lien entre ma vie d'avant et ce qui m'a amené à ce que je fais maintenant, la vidéo. Donc on va dire la principale source d'inspiration, le voyage. Donc c'est vraiment le cheminement au final, je sais pas s'il y a une réalisation que j'ai eue il y a pas longtemps, et je pense que toi tu pourras en témoigner. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça, c'est que quand tu regardes à leur âge maintenant, actuellement, où tu en es, et que tu repenses à avant, tu te dis en fait que tout fait sens. Mais alors que sur le moment, tu te dis, mais pourquoi je fais ça et pourquoi je vais là? Et en fait maintenant tu reconnectes tous les points et tu te dis, mais en fait c'est logique. Et tu te dis, c'est tout ce qui t'a amené à faire ce que tu es maintenant. Donc je trouve ça super intéressant justement, et tout le monde se dit, ouais mais il n'y a pas de logique, il n'y a pas de sens, mais au final quand toi tu le vis, et maintenant que tu le penses, tu te dis, mais en fait si, t'as réussi à faire ressortir ta passion, ce qui t'anime vraiment, et le pourquoi tu le fais. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a un sujet qu'on voulait aussi aborder un petit peu et qui est carrément en lien avec ce que tu fais, c'est YouTube, avec la vidéo. Comment est-ce que toi, tu gères justement un peu cette partie-là, YouTube, je dirais même un peu plus globalement la communication, et qu'est-ce que tu penses justement de YouTube et les réseaux sociaux, et comment tu le gères? Alors déjà, chose très importante, réseaux sociaux et YouTube, encore plus réseaux sociaux parce que j'y connais un petit peu plus, on va dire, que YouTube. Réseaux sociaux, ça m'aide énormément et je compte beaucoup là-dessus parce que c'est comme ça que j'ai commencé. C'est grâce aux réseaux sociaux et donc à la croissance organique et à créer du contenu gratuitement sans payer de publicité. Toi, tu as toujours été en full organique. Voilà, full organique pour vraiment monter et se construire un réseau premièrement très local. Encore une fois, voilà, je suis la preuve que ça a marché en étant... c'est comme tous les réseaux sociaux, et tu le sais très bien, c'est la régularité et la constance. Donc pour faire le lien avec YouTube, c'est pareil, quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais vu la règle principale qui était pour
vraiment percer et avoir une réussite sur YouTube, il faut pouvoir poster une vidéo une fois par semaine pendant 2 ans pour vraiment voir un développement et une croissance. Ouais, au début, ouais, quand tu pars de zéro, Voilà. c'est vrai que c'est un aspect à prendre en compte, la régularité et la constance. Et justement, c'est on va dire, un aspect que j'essaye de respecter depuis que je me suis lancé. Et là, on est dans les, à peu près 2 ans où je fais ça. Bon. Tu te rends compte au final que je dans me la rends réalité... compte que, non, mais par contre, mes vidéos YouTube ne sont pas beaucoup vues, ça faut pas se le cacher. Ça n'explose pas pour le moment, mais moi, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est être le plus constant possible et publier toutes mes réalisations au fur et à mesure, avec plus ou moins de constance, mais entre 2-3 vidéos par mois. D'accord. Pour moi, ça me convient et c'est déjà très bien parce que même si je sais que pour le coup, là, ça n'explose pas mes vues. Après, c'est parce que je fais pas, je pense, les bonnes recherches au niveau du référencement et des mots-clés par rapport à la description YouTube. Mais d'un point de vue local, quand tu t'es amené à discuter avec un client potentiel, j'ai tout un portfolio à lui présenter que j'ai construit pendant 2 ans. C'est ton actif digital en fait. Voilà, sur toutes les réalisations, si selon le secteur d'activité, c'est un petit peu la preuve à l'appui et qui va me pousser des fois à conclure un contrat. La social proof, quoi, la preuve du concept. Que super rapide, tu traites par email, t'envoies un lien à ton client potentiel et des fois ça va confirmer le devis que tu as fourni. Et des fois, c'est vraiment l'élément déclencheur. Et ça m'est déjà arrivé. Tu convertis plus avec ça. Est-ce que tu remarques une différence ou pas d'ailleurs de ce qu'on appelle la social proof, la preuve sociale, la preuve que ton concept marche et que tu as des clients, etc. Est-ce que tu vois la différence entre un client à qui tu ne présentes pas... Après, forcément, tu vas lui présenter des choses, mais est-ce que le client, juste par mail, tu l'as pas forcément vu, tu lui envoies ça, est-ce que tu vois tout de suite la différence au niveau de la conversion en fait? Oui, parce que forcément, moi j'aime bien dire que c'est comme je fais un petit rapprochement, un petit lien avec ma grille tarifaire, j'en ai pas. C'est que du sur-mesure, moi, ce que je fais, parce que comme je touche tout secteur d'activité, et même au sein des mêmes secteurs d'activité, chaque client a souvent une demande spécifique bien différente des autres. Donc, je fais que du sur-mesure. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que le lien YouTube pour apporter la preuve à l'appui, je le fais pas tout le temps. Ça va être encore une fois la demande du client. Si je sens qu'il est hésitant, il y a énormément de facteurs qui vont me pousser à amener ce lien. Et donc c'est pour ça, la raison pour laquelle je te dis, je le fais pas à chaque fois parce que je sais que ça passera pour certains, ça passera pas pour d'autres. Donc voilà. Moi, c'est vraiment, je suis entrepreneur, donc il y a vraiment une relation très personnalisée avec chaque client avec qui je traite, ce qui m'amène à chaque fois à raisonner différemment par rapport à un autre. YouTube, des fois je présente mon compte Instagram parce que mon compte Instagram est très très visuel et pour le coup Instagram c'est là où je suis le plus régulier. Ça j'aime bien le préciser parce que moi je compte énormément sur le visuel et je pense que tu as pu déjà le constater et le remarquer. On en a certainement discuté ensemble d'ailleurs. J'apporte un petit peu un caractère esthétique, artistique à chaque projet. Oui. Que ça soit sur un chantier pour une entreprise BTP ou pour une entreprise, une association de patrimoine par exemple, promotion du patrimoine. Forcément on aura des images qui font un peu moins rêver dans le BTP, mais à travers les réseaux sociaux et notamment Instagram, je retravaille énormément la photo et j'essaye d'apporter une dimension un petit peu plus esthétique et attrayante. Ouais, pour rendre un petit peu l'aspect plus dynamique et que ça donne envie aux gens en fait. Exactement. Les réseaux sociaux, il y a un truc qui est super important et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient maintenant ou tout le monde, en fait c'est un aspect que j'aime bien aborder parce que tout le monde le connaît mais personne l'utilise à bon escient et en prend compte, c'est le temps de visionnage.
Et ça, il y a uniquement sur YouTube où beaucoup de gens se focalisent. Et moi, je trouve ça d'ailleurs assez ouf que tu aies uniquement sur YouTube des stats très précises sur le temps de visionnage que les personnes, je pense que tu peux en attester, que les personnes regardent ta vidéo YouTube ou même ton short YouTube, donc ta vidéo courte de YouTube. Et ben c'est la seule plateforme où tu peux avoir ton temps de visionnage. C'est-à-dire que tu sais combien de temps les gens passent à regarder ta vidéo. Et cette métrique-là, cette donnée-là te permet de toi savoir à quel moment en fait t'as pas été bon ou à quel moment il faut que justement tu améliores un certain point, que tu raccourcisses ou que tu rallonges. Et ça, c'est une donnée que les réseaux sociaux prennent également en considération. Et notamment, je pense quand tu fais de la vidéo encore plus. Parce que si les gens regardent les 30 premières secondes de tes vidéos alors que toi, le cœur, justement, il est au milieu, bah, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Et je pense que c'est une donnée sur laquelle les gens connaissent, mais oublient de prendre en considération. Et voilà, c'était pour faire le point avec ça et raccrocher sur ce qu'on disait. Et je pense que pour YouTube, tu vois, tu me disais oui, tu avais un peu du mal des fois, oui, tu t'es dit, bah, j'étais régulier, mais je comprends pas, ça explose pas. Et je pense que c'est peut-être une métrique à analyser et ça pourrait être intéressant de voir la différence. Tu me diras ce que tu en penses si tu t'en prends en compte. Non, mais totalement, je rebondis là-dessus par rapport à mon expérience personnelle concernant ma chaîne YouTube. C'est vrai que bon, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé l'analyse et les statistiques, parce que c'est vrai que c'est, comme tu l'as précisé, c'est un super outil où tu as toutes les stats et les métriques que tu peux imaginer. Et je sais que voilà, c'est vrai que sur une vidéo de 2 minutes, en moyenne, les gens restent 30 secondes. Et ça, je l'ai vu par le passé sur mes propres vidéos. Mais après, encore une fois, je parle de mon objectif personnel et professionnel par rapport à ma chaîne YouTube. Je détourne un petit peu on va dire l'existence de YouTube. Pour moi, c'est surtout pour me constituer voilà, un portfolio, parce que je sais que je respecte pas toutes les règles pour avoir une vidéo performante. Les codes de l'algorithme un petit peu. Pour l'algorithme YouTube, voilà. Parce que voilà, moi, comme je le répète encore une fois, mon objectif, c'est de me construire un portfolio pour avoir sous la main très rapidement un lien à proposer à un client qui peut être déterminant dans sa décision finale. Voilà, c'est pas grave si je vais pas toucher les gens qui habitent partout dans le monde sur des vidéos. Bon, c'est pas grave pour l'instant, c'est local, même si je commence à élargir ma zone d'intervention. Voilà. Après, je sais que YouTube, ouais, c'est un super outil, et si tu prends le temps de le développer, de l'analyser et de le travailler, je pense que oui, je crois au résultat. Ça me fait penser, je rebondis, il y a 2 thèmes que j'aimerais aborder avec toi. Oui. Le premier qui est, pendant qu'on est lancé sur cette thématique-là, un petit peu du digital justement, je voulais avoir ton avis un peu sur la transition digitale pour les entreprises, du coup même pour toi. Et comment est-ce que tu vois l'arrivée de l'intelligence artificielle, que tout le monde parle en ce moment, tout le monde le sait, ChatGPT, on ne le présente plus. Mais je vais quand même le représenter. Oui. Je pense que c'est intéressant parce que tout le monde, je pense, a un avis dessus, mais personne ne sait exactement à quoi ça sert. ChatGPT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'intelligence artificielle. En fait, c'est un chatbot. En fait, c'est comme Siri, Alexa, tout le monde connaît. C'est un peu la même chose, on va dire, sur le principe, mais avec des capacités énormes et 10 fois plus, même 100 fois plus, enfin, c'est même pas quantifiable, qui va permettre en fait de répondre à toutes les questions. Et en fait, il faut le prendre comme un peu un stagiaire qui connaît rien. Et le plus tu lui donnes d'infos, le plus tu lui donnes de contexte, le plus il va pouvoir te ressortir derrière des informations pertinentes. Et il est connecté pour information à, il me semble, le moteur de recherche, c'est Bing. Il n'est pas connecté à Google. Il est connecté à Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, parce que Microsoft détient des parts de l'entreprise qui a ChatGPT. Et donc du coup, voilà. Et toi, comment est-ce que tu le vois justement, ce développement ? Déjà, je vais faire le rapprochement avec le ChatGPT, et pour te dire que c'est vraiment bien, et d'où l'utilité de ces podcasts que tu as lancés, de faire découvrir ce genre de choses, parce que en toute honnêteté, moi, c'était la 2e fois quand j'ai regardé ton premier épisode hier soir, c'est la 2e fois que j'entendais parler du ChatGPT. C'était au début, il y a peut-être 2 mois, un pote qui m'en avait parlé comme ça, mais sans plus, voilà, j'avais entendu et j'avais pas fait vraiment de recherche là-dessus. Et le fait justement que tu en parles avec ton premier invité Maxence, voilà, ça fait découvrir des choses et ça pousse, on va dire, la curiosité de chacun.
Donc, je pourrais pas trop te parler du sujet parce que j'ai pas encore eu le temps de me renseigner. Mais voilà, c'est important, je trouve. Et par rapport à la transition numérique, bah, c'est primordial, quoi. Même si c'est vrai, et là je fais encore le lien avec ton premier épisode où tu disais avec Maxence que c'est vrai que maintenant au quotidien on est toujours sur son téléphone, sur son smartphone, et des fois c'est vrai que c'est choquant, et tu te dis mais t'es déconnecté du monde réel et t'es toujours sur C'est une addiction, hein. les supports digitaux, voilà. Mais moi je vais faire le lien encore avec mon expérience professionnelle. Quand tu as trouvé un but personnel et surtout professionnel dans toute l'utilisation de ces méthodes et de ces supports, eh ben c'est super utile, je trouve. Et moi aussi, c'est vrai que des fois, je le constate et je me dis, putain, mais ça fait 1 heure que je suis sur mon téléphone, j'en peux plus, quoi. Faut arrêter. Mais c'est productif. Tu fais quelque chose ou tu publies des choses, mais encore une fois, voilà, faut qu'il y ait une raison derrière, quoi. Faut qu'il y ait un objectif professionnel. Parce que je compare avec, ça fait exactement 10 ans que je me suis mis à Instagram. 2013, c'est ça, 2013. Instagram, ça a dû débuter 2010 ou 2011, je sais plus. Et donc, moi déjà, j'étais en retard par rapport à ça. Donc, j'avais commencé Instagram en mode personnel seulement. Donc, personnellement, honnêtement, bon. Maintenant, les réseaux sociaux, personnellement, je ne sais pas si c'est utile. D'un point de vue personnel, d'étaler ta vie, d'étaler ta vie au monde entier. Une fois de temps en temps, je veux bien. Ça va. Ça reste raisonnable. Et je pense que... Mais quand tu as trouvé un but professionnel, un objectif professionnel, honnêtement, moi, j'essaye d'être régulier et si je publie pas pendant une journée, je suis dégoûté, quoi. J'ai loupé ma journée, quoi. Parce que tu as l'algorithme qui travaille sur la régularité, la constance, comme tu le disais. Et c'est pour ça aussi que je fais le constat que je suis obligé des fois de délaisser certains réseaux sociaux où j'aimerais être présent. Parce que l'un me prend trop de temps. Tu penses à quoi, par exemple? Instagram, je le travaille énormément, donc je passe énormément de temps dessus et ça me plaît et j'ai envie de continuer ça. Mais je délaisse Twitter, je délaisse TikTok. TikTok, j'ai essayé et TikTok, c'est compliqué, quoi. Faut vraiment créer du contenu là qui soit vraiment attractif, parce que une seconde, si c'est pas attractif, boum, ça zappe, hein, ça switch. Ouais, le scroll, c'est fou. Là, tu perds pas de temps, là, c'est sûr. Hein. Mais donc c'est pour ça, je te dis, moi je délaisse un peu TikTok, même si voilà, TikTok, on sait tous que c'est en ce moment, c'est le plus puissant, c'est le number one. Mais même au-delà de TikTok, c'est vrai que TikTok, il y a une croissance qui est fulgurante, on est qu'au début, et je crois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités B2B, je crois maintenant. D'ailleurs, tu as des agences qui sont développées, moi j'en connais une ou deux de vues, on va dire, qui développent ça, qui développent en fait que la partie, qui sont une agence spécialisée TikTok. Et c'est même les vidéos courte durée, c'est-à-dire c'est facile à consommer, tu es là, tu as juste à swiper avec ton dos, n'importe qui peut le faire, enfin c'est devenu fou, mais ça peut devenir une addiction aussi. Et j'ai déjà discuté avec des entrepreneurs ou par exemple des simples domaines viticoles locaux qui ont gagné des clients grâce à TikTok. Grâce à TikTok, grâce à TikTok, donc au niveau local, voilà. Et même en sachant ça, c'est vrai que j'ai du mal à m'y mettre pour le moment, même si j'aimerais, mais... pour l'instant, je concentre sur Instagram parce qu'Instagram m'apporte une belle visibilité. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Instagram, je gagne très progressivement des abonnés. 1, 2, 3 par jour, mais je les garde. Ça, c'est le plus important, c'est que sur le long terme, je les garde. La rétention, tu arrives à gérer justement ce qu'on appelle la rétention, le fait de ne pas perdre des abonnés et de toujours les conserver. Au final, c'est vrai que c'est assez intéressant de... Et ça, j'ai constaté avec mon compte perso, qui était plus basé sur ma vie perso, les voyages, etc., où je participais à des groupes de chat sur Instagram, où le but, c'était à chaque fois suivre 1000 comptes, et tu es sûr qu'en retour, ils vont te suivre. Donc ça, je l'ai fait au début. J'ai monté. Et par contre, le jour où tu le délaisses,
Eh ben forcément, c'est des comptes qui viennent de partout dans le monde, hein, avec un sujet et un intérêt commun, souvent le voyage. Mais du moment où tu es plus régulier et Ouais, constant, les groupes d'engagement. eh ben ça y est, tu perds tous les abonnés, et ça j'ai pu le constater, mais bon, c'est... Ça encore une fois, je dis ça c'est le compte perso, c'est pas grave, c'est pas important. Ouais. Mais C'est justement, ça te donne et ça t'apprend de tes erreurs, ça te fait apprendre de tes erreurs et ça te donne des tips et des conseils pour ton compte professionnel, et ça c'est juste génial, quoi. ça me fait penser, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, qui est un peu différent de ce dont on vient parler, c'est le voyage, de manière générale. Sans... Forcément, toi, c'est quelque chose que tu as beaucoup expérimenté. Et je voulais avoir un peu ton avis dessus, et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent par rapport au voyage de manière générale, juste le mot voyage, qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce mot-là dans le détail? Voyage, pour moi, c'est le plus beau mot qui puisse exister quasiment. C'est quand on en parle avec mon épouse, on a les yeux qui brillent parce que ça nous manque beaucoup. Et c'est notre raison d'être, quoi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quand tu y as goûté, c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est une addiction. Et pour le coup, c'est une addiction positive, quoi, le voyage. Donc moi, c'est ce que j'aimerais dire et conseiller, donner un petit conseil, mon conseil principal en fait à ceux qui vont nous regarder et nous écouter, c'est surtout la nouvelle génération, donc vous, c'est que si j'avais eu la mentalité que j'ai aujourd'hui à votre âge, c'est-à-dire il y a 15 ans, à 20 ans, 21, 22 ans, c'est allez-y, foncez, faites une partie de vos études supérieures à l'étranger avec tous les programmes qui existent. Moi, je suis parti juste après, donc je pense que je suis parti un tout petit peu trop tard. Mais là, tu capitalises sur tes études et sur l'expérience en même temps dans un autre pays. Et après, ça va vous mener à des passions, des intérêts qui vont vous ouvrir personnellement, professionnellement. Parce que voilà, moi je compare toujours avec la mentalité française quand tu reviens en France et que tu vois tout ce qui se passe et ce que tu as à découvrir dans le monde. Voilà, c'est indescriptible et ça t'ouvre l'esprit. Et justement, pour répondre un petit peu à la première question que tu m'as posée, qu'est-ce que tu as appris récemment ou qu'est-ce où tu avais un avis et qui t'a poussé à changer complètement d'avis? Et là, c'est pas récent, mais c'est par exemple à ma vie d'il y a 15 ans, où j'habitais à Charnay, à Mâcon, je faisais mes études, je jouais au foot tous les jours, tous les week-ends en club. Et que je connaissais que Mâcon, la Bourgogne, etc. Et à l'époque, j'avais pas vraiment envie de voir plus loin et puis de voyager. C'était pas du tout mes intentions premières. Et puis là, dès que tu commences à voyager, à découvrir un petit peu ce qu'il y a dans le monde, j'ai changé d'avis et je me suis dit, mais ouais, il y a trop de choses à voir et à découvrir pour rester toute ta vie en France et puis te dire à 50 ans, oui, mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Tu connais la mentalité assez fermée de ce qu'on peut voir en ce moment sur pas mal de points, ouais. de chaînes télé, bref. Et toi, du coup, c'est un autre sujet. Ouais, c'est encore un autre sujet, mais c'est super intéressant. Et je pense, du coup, c'est quoi toi ton prochain voyage ou ta prochaine destination? Eh bien, très prochainement, là, dans un mois, avec mon épouse, on se prend une petite semaine de vacances en Slovénie. Donc, pour le coup, c'est une destination très originale, atypique, que je connais pas. Et ce qui est bien aussi, c'est que on va voir des amis à mon épouse qu'elle avait rencontrés sur des bateaux de croisière il y a très longtemps. C'est ouf. Donc chez des Slovéniens, Hongrois-Slovéniens plus précisément, chez un couple de Hongrois-Slovéniens. Et on va passer une semaine là-bas et visiter la Slovénie et peut-être même la frontière autrichienne. Donc, parce que c'est les pays, c'est entouré, je crois, c'est l'Autriche et la Slovaquie, Croatie, Slovaquie, Slovénie, c'est dans ces coins-là. Ouais. Ok. Donc on va plus précisément, on va à Maribor. Je connais absolument Maribor, au nord de la Slovénie, proche Autriche.
Donc il y a ça, et il y a aussi mois de mai, 3-4 jours à Amsterdam. Donc voilà les prochains voyages qui vont être très intéressants donc d'un point de vue personnel. Et après j'ai un gros projet, mais ça c'est professionnel, et je vais rester évasif, j'ai pas trop envie d'être précis là-dessus parce que il faut que ça se fasse, et ça s'est pas fait l'année dernière, ça a été reporté à cette année, là au mois de juin. Il y a un gros projet professionnel sur le suivi d'un rallye privé sur la route des Pyrénées. Donc en fait voilà, j'ai tout dit en fait. Ouais, voilà. Bref. Mais affaire à suivre. Mais voilà, affaire à suivre, et je donne pas de date. Voilà. Parce que le truc qui est intéressant, c'est que avec la vidéo, je pense que c'est le voyage, c'est le combo, c'est incroyable pour transmettre des émotions, et c'est vrai que ça a tout de suite un effet waouh par rapport à une photo ou même une vidéo où on se filme en train de parler, etc. Et ouais, je pense que c'est vraiment un élément à prendre en considération. Et je vais justement compléter ma réponse à la question que tu m'as posée auparavant. Quels sont tes projets court, moyen terme, que j'ai oublié de préciser justement, c'est ça. C'est de pouvoir allier le professionnel, donc mon activité professionnelle, au voyage. Comme vous avez pu le comprendre, le voyage est très important dans ma vie. Et donc, le fait d'arriver à travailler en voyageant, pour moi, c'est le but ultime. Mais il faut que ça se fasse de façon régulière et constante. Pour l'instant, j'ai déjà touché à ce but sur des moments ponctuels, temporaires, avec des super contrats d'une semaine, par exemple, sur un bateau de croisière fluvial sur la Saône et le Rhône l'été dernier. Donc, ça, je veux essayer d'arriver à cet objectif-là de manière constante et régulière, par exemple, sur toute une année. Ça, ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel, et de quelque chose qui me... De faire le voyage, en fait, de faire ton quotidien, le voyage de... Je vais la refaire. De faire du quotidien le voyage, en fait. C'est-à-dire Exactement. que tu l'es dans ton quotidien, et que tu puisses en vivre. En vivre tout en travaillant, en profitant, en fait, d'avoir un bon mix. Et d'ailleurs, je voulais avoir ton avis sur un sujet que j'adore aborder avec les gens quand je discute. Est-ce que tu penses que la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est deux choses complètement distinctes, ou alors que c'est carrément lié ? Eh bien, le discours bateau qu'on entend régulièrement, c'est qu'il faut mettre une barrière entre les deux. Ça, c'est ce qu'on entendait avant, et je pense que c'est vrai dans certains cas, mais plus encore maintenant, avec tout le développement, on en a parlé, de la transition numérique, des technologies, etc., de tous les médias, les supports qui existent pour communiquer. Je pense que ça peut être lié, bien sûr en mettant des limites, quoi, forcément. Faut savoir faire la part des choses, mais je pense que c'est fortement lié. Et encore une fois, je parle de mon exemple personnel, et voilà, je l'ai vu, ça m'a poussé à réaliser ma passion, quoi, à faire de ma passion mon travail. Donc ça, pour moi, ça vient forcément du personnel avant, et c'est pour ça que je pense que c'est lié, même s'il faut savoir faire la part des choses, encore une fois. Bien sûr, je pense qu'il y a des limites et une certaine barrière à ne pas franchir, où on rentre même plus, je dirais, dans le privé, mais dans l'intime. Ouais. Mais je pense que même pour, d'ailleurs, au-delà qu'un entrepreneur, même pour un salarié, je veux dire, il a passé un sale week-end, il vient de se faire quitter par sa femme, ou un gros problème, ou même quelque chose de très positif. Ça a une influence sur sa vie, forcément au quotidien, et sur sa vie professionnelle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant commencent à se dire, mais je pense pas que ce soit la majorité, qui commencent à se dire, d'entreprises, d'organisations, ou même d'ailleurs d'écoles, etc., où tu te dis, il faudrait peut-être que je prenne en considération un peu plus l'humain, la personne avec qui je travaille, etc., et de se dire, d'adapter un petit peu, tu vois. Tu pourras jamais demander, je pense, la même chose à quelqu'un qui est pas bien, et quelqu'un qui est sur le même poste, et quelqu'un qui est complètement à l'opposé, quoi. Je veux dire, le résultat, je pense qu'il sera différent. Et c'est prendre en compte les singularités et cet aspect-là. Donc je partage le même avis que toi dessus. Et moi je rebondis là-dessus, on le constate de plus en plus aussi, parce que on en voit de plus en plus, beaucoup d'entreprises, et là je parle de gros groupes, enfin non, même pas, toute taille d'entreprise, qui organisent beaucoup de séminaires à objectif professionnel d'une part,
Mais après, on a tout l'aspect team building qui entre en compte, où là, il y a les moments un petit peu plus de détente. Et bien souvent, le séminaire, il est sur une journée, 2, 3 jours, ça dépend, dans des endroits différents. Donc, ouais, là, on le voit de plus en plus où toutes les entreprises réfléchissent à ça pour apporter mais encore plus une dimension humaine à leur activité. Ça me fait penser ce que tu dis là, je sais pas si tu l'assumes pas, mais j'ai fait justement un team building, un séminaire dans l'entreprise dans laquelle je travaille, sachant que moi maintenant je suis tout en télétravail, et on a fait un séminaire qui était juste incroyable dans les îles Canaries. On était à Fuerteventura pendant... Je savais pas. Bah voilà, tu le sais, et ça traduit clairement ce que tu viens de dire là. Et la chose pour laquelle on s'est rendu compte, c'est que donc moi je travaille tout le temps en télétravail, et tout le monde me dit mais tu te sens seul, tu as un lien avec les autres collaborateurs, etc. Et au final, c'est une des entreprises dans laquelle je me suis jamais autant bien senti d'un point de vue psychologique et d'un point de vue travail, dans le sens où malgré le fait qu'on ait fait un séminaire et on s'est vu seulement pendant 5 jours et que chacun habite un peu partout en France, même dans le monde, et ben on se rend compte qu'en fait, cet aspect-là, il nous a permis, je pense que je me comporterais pas pareil et j'aurais pas dit ce que je viens de dire là si on l'avait peut-être pas fait. Et je pense que on est super proches et on s'entend très bien, malgré le fait qu'on soit tous en ce qu'on appelle en full remote, hein, donc tout en télétravail. Et c'est super intéressant, et il y a beaucoup d'enseignements qu'on en a tirés, et je pense que c'est, comme tu viens de l'expliquer, ça se démocratise de plus en plus, et je trouve ça bien. Mais justement, le télétravail, c'est un gros sujet. Et ouais, puis, tout le monde en parle depuis 10 ans, et tout le monde a envie dessus. Et puis là, avec le Covid, ça a complètement changé les méthodes ça a accéléré un peu, de travail et de réflexion des entreprises. Et voilà, on entend tout et son contraire sur le télétravail, mais en tout cas, moi, j'adore. C'est vrai. Bah toi, en plus, c'est l'avantage, parce c'est que ouais, tu peux en bénéficier. C'est ma passion, ce que je fais, donc voilà, c'est... Je sais pas ce que tu en penses. Le télétravail, pour moi, c'est soit tu as des gens qui sont complètement contre, ou tu peux pas être un peu mitigé. Ouais. Après, si tu as le système un peu hybride, où tu as des entreprises qui ne t'obligent pas, et ça je trouve d'ailleurs intéressant, et je serais curieux de voir faire des comparatifs, où tu peux venir, tu sais, au bureau un peu plus librement, où tu as 1 ou 2 jours et le reste tu travailles semaine, chez toi. Mais je pense que tu peux pas avoir un avis trop mitigé. Ouais, c'est soit on adore, soit on déteste, je pense. Ouais, c'est un petit peu les retours que j'ai à chaque fois quand on parle de télétravail avec soit des salariés, soit des entrepreneurs. Et donc je rebondis un petit peu là-dessus. En tant qu'entrepreneur, bien souvent, tu es un petit peu seul. Oui, forcément, tu es seul en entrepreneur individuel. C'est toi qui mène ta barque. Donc voilà, tu es tout seul, il faut gérer ton emploi du temps, il faut organiser ton emploi du temps de façon organisée. Et surtout, ça me fait penser un petit peu à des années en arrière où on parlait de la solitude de l'entrepreneur, comme quoi c'était un piège, que c'était très compliqué pour s'en sortir. Après, encore une fois, voilà, il y a plein d'outils qui existent pour justement pallier à ça. Et notamment, ce que tu fais très bien aussi, c'est le réseautage. Quand tu es entrepreneur, voilà, il faut... Moi, j'essaye de me donner un objectif, c'est à chaque fois de ne jamais dire non. À des demandes qui sont plus ou moins intéressantes ou pas, à des invitations, à des événements, à des séminaires, à des groupes de réseaux, etc. Ta ligne directrice, c'est d'essayer de ne jamais dire non. Si je suis dispo au moment présent, c'est très rare que je dise non. Voilà, parce que c'est important. Là, ça va bien aujourd'hui, mais du jour au lendemain, en entrepreneur, ça peut s'arrêter, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours construire son réseau et maintenir cette relation avec l'extérieur et voilà, bien sûr, le milieu professionnel local, économique local, c'est très très important et ça, je le vois tous les jours, quoi. Depuis que j'ai commencé, et voilà, ça m'a ouvert d'esprit également parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé, timide aux premiers abords, mais voilà, quand faut aller dans ce genre d'événements et parler de son activité et promouvoir son job, c'est super important et j'essaye de ne jamais dire non. Du coup, on va finir sur une dernière question que j'aurais même aimé te poser. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent des fois, tu sais, mais ouais, des fois un business, c'est comme tout, ça peut se crasher ou ça peut, pour une raison X ou Y, tu peux être obligé d'arrêter.
Et toi, demain, tu ferais quoi si tu n'avais plus le drone et que tu pouvais plus faire, je sais pas moi, si tu veux faire autre chose que de la vidéo et si tout s'arrête, demain, tu fais quoi? Bah, pour t'avouer, j'ai pas vraiment réfléchi à cette issue parce que déjà, faut pas y penser. Moi, je pense qu'il faut être positif et Ouais. faut pas se dire que ça va s'arrêter, même si c'est vrai que c'est possible. Mais après, voilà, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui sait rebondir en général. Je sais me retourner et puis faire autre chose parce que c'est ce que j'aime bien dire, c'est que là, je pense que j'ai déjà au moins 3 vies dans ma vie où on a pu le constater. J'ai fait des choses complètement différentes de ce que je fais maintenant. Donc, ça me fait pas plus peur que ça. Voilà, je sais que je pourrais rebondir Dans peu importe le domaine. peu importe le domaine, même si quoi. par exemple, voilà, ça serait de retourner dans le monde du salariat. Je sais que je pourrais le faire, même si c'est pas le but. Voilà. T'as goûté à la liberté et Voilà. tu veux plus la lâcher, cette liberté, je pense. Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment le mot-clé, c'est la liberté quotidienne dans cette nouvelle activité qui me font m'épanouir, quoi. Ça, c'est le mot, l'épanouissement personnel. Tu choisis de quoi demain va être Ouais. fait et tu choisis de quoi ton quotidien est fait. Exactement. Et ça, je pense que c'est hyper Et intéressant. c'est un très beau mot de la fin, je pense. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter pour cet épisode. En tout cas, Anthony, merci beaucoup. C'était vraiment super. On a pu échanger sur vraiment beaucoup de sujets. Et écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nous suivre donc, sur les différents réseaux sociaux. Je mentionnerai également les réseaux sociaux d'Anthony, donc n'hésitez pas à les suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à laisser un avis sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, iTunes. Et on vous dit à très bientôt pour un 3e épisode du podcast Mindflow.